Je pense qu'on va commencer cette soirée avec la conférence de Véronique Rieu en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il nous faut remercier chaleureusement la médiathèque Simone de Beauvoir qui nous accueille pour cette conférence débat. Quant à moi, je présente rapidement le CREAL 76, comité de réflexion et d'action laïque de Seine-Maritime. Nous travaillons depuis 17 ans maintenant dans ce département au rassemblement de celles et ceux qui conçoivent la laïcité comme un principe fondamental d'une société démocratique. Jaurès disait d'ailleurs que la laïcité est un autre nom de la démocratie. Donc le CREAL 76, au nom de ce principe, rejette tout système social, politique, philosophique fondée sur le racisme, le totalitarisme, le sexisme ou la volonté d'imposer des dogmes, la toute-puissance de l'argent. Nous pensons aussi que le combat laïque et le combat social sont liés et leurs progrès comme leurs régressions sont bien souvent concomitants. Il se trouve que nous avons cueilli à Rouen plusieurs fois dans cette salle ces 2 dernières années, ici même, 3 militantes originaires d'Algérie ou algérienne. Donc le 15 février 2017, ce n'était pas ici, c'était à la Halle-Étoile, nous recevions Djamila Benhabib pour une conférence intitulée « Féminisme et laïcité à l'épreuve de l'islam politique ». Et Djamila Benhabib écrivait en 2009 dans « À contre-courant »« J'ai vécu les prémices d'une dictature islamiste. C'était au début des années 1990. Je n'avais encore que 18 ans. J'étais coupable d'être femme, féministe et laïque. » Il y a un an, à 2 jours près, le 10 mars 2018, nous avions accueilli ici Mariam Eli-Lucas, sociologue algérienne. Elle a développé ce thème, la lutte des femmes, une dynamique de laïcité. Elle a témoigné de leur combat dans les pays dits musulmans et dans les diasporas. Elle est fondatrice du réseau Secularism is a Woman's Issue, SIAWI, qu'on peut traduire, mais on peut me corriger, par « La laïcité est une solution pour les femmes ». Il faut consulter ce site SIAWI, qui est une mine d'informations internationale. Le 25 mai 2018, il y a quelques mois, c'est Karima Bennoune qui était dans cette salle. Elle est algéro-américaine, professeure de droit à l'université Davis de Californie et rapporteure spéciale des droits culturels auprès de l'ONU. Elle a développé ce thème, un combat universel contre le fondamentalisme et pour les droits humains. Dans son rapport, présenté à l'AG de l'ONU en octobre 2018, elle recommande la séparation du politique et du religieux. Elle utilise le mot « laïcité », traduit dans les 6 langues en usage à l'ONU. Laïcité comme ouverture d'espace de liberté. Cette revendication découle des luttes et des combats portés essentiellement par des femmes dans une trentaine de pays, comme elle a pu le constater, où Karima Bennoune s'est rendue. Je précise que ces 3 conférences sont visibles en intégralité sur notre site, comme celle d'aujourd'hui le sera sans doute dans quelques semaines. Et dans cette période de mobilisation massive en Algérie, où les femmes sont aussi dans la rue, des femmes se mobilisent contre le voile, comme des Iraniennes et des Saoudiennes, dont nous parlons dans notre dernier combat, dans notre dernier bulletin, Combat laïque. C'est parfois tragique, car d'après les informations que j'ai pu avoir, dans l'Est algérien, une dizaine de femmes, sans que leur famille ait pu faire connaître des troubles psychologiques quelconques, donc une dizaine de femmes se sont suicidées par pendaison avec leur voile depuis début 2019. Dans ce contexte, le 25 février, Djamila Benhabib affirme « Les femmes doivent être des acteurs politiques à part entière et contribuer à la vie en société au même titre que les hommes. Pour ce faire, il faut qu'il existe une égalité de droit, mais aussi de fait. Cette égalité n'est encore réalisée nulle part, et elle ne l'était certes pas sous la Troisième République en France, ni en droit, ni en fait. La laïcité n'établit pas l'égalité des sexes, mais peut-être en est-elle un outil indispensable. » Donc je passe la parole à Catherine. Alors, je présente Véronique Rieu, qui est titulaire d'un DEA en histoire contemporaine. Elle enseigne actuellement les lettres-histoire dans un lycée professionnel de l'Oise.
Alors, quoi de mieux que cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes que de la recevoir pour son importante contribution à l'histoire du féminisme et de la laïcité au travers de son livre intitulé « L'anticléricalisme féministe de la Troisième République », dans lequel elle s'est plus particulièrement penchée sur la période allant de 1875 à 1914. Il faut noter que ce livre a reçu le prix de l'initiative laïque au rendez-vous de l'histoire des Blois en 2015. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à l'acheter bien sûr, parce que je l'ai trouvé absolument passionnant. Alors, Véronique Rieu s'y attache à faire sortir de l'oubli les féministes anticléricales des débuts de la Troisième République. Ces femmes qui n'ont cessé d'interpeller les libres penseurs et les francs-maçons pour qu'ils inscrivent dans les lois les droits civils des femmes et qu'ils en fassent des citoyennes pleines et entières, égales en tout point aux citoyens, et notamment à l'occasion de l'élaboration de la loi de 1905. On découvre au travers des écrits qui sont rapportés, de leurs combats, on découvre la force de leurs analyses, la pertinence de leurs arguments pour lier le féminisme à l'anticléricalisme, mais aussi, hélas, les immenses difficultés qu'elles ont rencontrées. Car il leur a fallu lutter non seulement contre l'Église, qui érige en dogme l'infériorité de la femme, mais aussi contre la misogynie des républicains anticléricaux, pour la plupart hostiles à l'émancipation des femmes. Enfin, cette approche historique est mise en perspective avec l'époque actuelle et les attaques contre la laïcité, ce qui, je pense, ne manquera pas d'alimenter notre débat. Mais je ne veux pas en dire plus et je laisse la parole à Véronique. Merci. Merci, je vous remercie d'être là présent. Je remercie le Créal, Jean-Michel, qui n'est pas là, mais avec qui j'ai eu des contacts, pour présenter donc mon livre. Alors, c'est posé la question quand Jean-Michel Sahu m'a contacté, de savoir s'il valait mieux attendre le 9 décembre ou pour la commémoration de la loi de 1905 ou faire ça le 8 mars. Moi, les deux dates m'allaient tout à fait, les deux dates étaient très pertinentes puisque, comme l'a dit Catherine, mon sujet relie le féminisme à la laïcité. Alors, mon étude porte, tu l'as dit Catherine, sur la période qui s'étend de 1875 à 1914, c'est-à-dire de l'établissement de la Troisième République à la veille de la Première Guerre mondiale, période importante puisque de 1875 à 1905 en tous les cas, la question religieuse est au cœur de tous les débats à l'Assemblée. Ce contexte est d'autant plus intéressant que c'est à partir de 1875, des lois constitutionnelles qui instaurent la Troisième République, que s'organise le féminisme, que des groupes, des associations, des journaux féministes se créent. Ce mouvement féministe, il est en France extrêmement minoritaire. Deux courants peuvent se dégager. Il y a le courant du féminisme modéré, dit différentialiste, qui va appuyer ses revendications sur la différence entre hommes et femmes. Et puis il y a le courant radical, anticlérical. C'est ce courant-là qui va nous intéresser, qui sont universalistes et qui, elles, au nom de l'universalisme, vont demander des droits égaux entre hommes et femmes. Ce sont ces féministes-là, les féministes radicales, anticléricales, républicaines, laïques, néo-malthusiennes, on y reviendra, qui proposent, développent et revendiquent l'idée politique d'intégrer le féminisme dans la laïcité. Pour elles, l'égalité des sexes est constitutive de la laïcité et est constitutive de la République. Alors je vais dire « elles » tout au long de cet exposé, pour désigner ces anticléricales, ces féministes radicales, mais il y a quelques hommes qui les soutiennent. Donc normalement, la loi du grammatical devrait l'emporter, mais là, pour une fois, vu que c'est quand même en majorité des femmes qui tiennent ce discours, ça sera anticlérical. Une autre raison explique ce choix lexical, c'est que, en fait, j'ai étudié le contenu de leur anticléricalisme
Et en comparaison avec celui des anticléricaux hommes, ce qui fait que la distinction entre les deux groupes sera plus claire, mais Ferdinand Buisson, Léon Richer, des hommes ont soutenu ces féministes anticléricales. Je rappelle très brièvement la situation des femmes à cette époque. Elles ne sont pas citoyennes, elles n'ont pas le droit de vote et n'ont aucun droit civil. Pour les femmes mariées, les femmes célibataires finalement sont assez indépendantes, sont reconnues juridiquement responsables, mais en pratique dans la société, elles sont mises à l'écart, par et dans la société. Alors vous allez voir, tout au long de cet exposé, on va rencontrer des grandes figures de ce féminisme, Maria de Rennes, Lily Rousset, Libertine Auclair, Madeleine Pelletier, vraiment des très grandes figures de ce féminisme. Je commence par leur tout premier combat, dès 1875, c'est de soutenir l'instauration de la République. Elles sont profondément républicaines et laïques. Elles soutiennent cette République parce que de toute façon, elles pensent que ce n'est que par la République que les femmes pourront devenir citoyennes. Féminisme et République sont étroitement liés. Elles sont donc aux côtés des républicains hommes dès les années 70, 1870, pour l'instauration de cette République et puis ensuite pour sa consolidation. Républicaines, elles se retrouvent donc, comme les républicains, à lutter contre l'Église. En France, l'Église catholique, c'est l'Église catholique qui a le pouvoir, qui a un très grand pouvoir. Elles se retrouvent donc à lutter, comme les anticléricaux, contre l'Église et les forces cléricales qui, elles, soutiennent l'Empire et les différentes formes de régime monarchique. Ce combat anticlérical est particulièrement virulent par l'intransigeance doctrinale de l'Église lancée par Pie IX avec le syllabus de 1864 qui condamne, je cite le titre du syllabus, les principales erreurs de notre temps. Et il faut comprendre par erreur toutes les libertés issues de la Révolution française. Liberté individuelle, liberté politique et liberté de conscience. De nombreuses encycliques vont être envoyées dans les années 1880, 90, 1910, 1920 jusqu'aux années 30 qui réaffirmeront l'hostilité de l'Église catholique à la République et aux droits de l'homme. Ces féministes anticléricales s'opposent donc à la prétention de l'Église à investir la sphère publique, l'anticléricalisme, je le rappelle, étant l'outil qui permet de défendre la laïcité. L'anticléricalisme s'oppose au cléricalisme, autrement dit, sans cléricalisme, pas d'anticléricalisme. L'anticléricalisme n'est pas la laïcité, mais le moyen pour y parvenir. Mais juste, c'était cette petite parenthèse, je ne vais pas développer ce point. Donc, ces anticléricales se retrouvent à développer les mêmes thèmes que les anticléricaux. Elles vont critiquer le pouvoir temporel de l'Église, elles vont critiquer les dogmes, le clergé aussi. Je vous donne un petit exemple qui résonne particulièrement aujourd'hui, c'est Maria de Rennes, qui s'insurge contre le clergé et sa prétention à s'occuper de l'enseignement des enfants. C'est la théoricienne du féminisme. Elle va écrire beaucoup d'ouvrages, faire de nombreuses conférences, des articles, des brochures. Dès la fin des années du Second Empire, dès 1867, jusqu'à sa mort en 1894. Et toutes les féministes radicales qui vont lui succéder, qu'on rencontrera, Nelly Roussel, Madeleine Pelletier, vont se référer souvent à Maria de Rennes. Alors voilà ce qu'elle écrit dans les années 60, alors que la presse fait état de différentes affaires de mœurs qui secouent l'Église et pour lesquelles des prêtres sont condamnés. Voilà ce qu'elle dit. Les tribunaux retentissent des scandales les plus honteux donnés par vos prêtres, vos instituteurs congrégalistes, et vous ne cessez de proclamer de plus belle l'excellence de votre morale d'éducation. Alors, dans ce combat aux côtés des républicains contre la monarchie ou l'Empire, les féministes radicales vont être du côté de ceux qui souhaitent la laïcité, et ce, dès le début de l'instauration de la Troisième République.
Elle milite donc pour que les républicains au pouvoir inscrivent dans la République la laïcité, c'est-à-dire la fin du concordat, la suppression du budget des cultes. À l'intérieur de ce groupe de républicains qui revendiquent la laïcité, les anticléricales vont plus loin et se distinguent par leur conception de la laïcité qui va bien au-delà de sa définition juridique de la séparation des églises et de l'État, de la suppression du budget des cultes, etc. Il s'agit pour ces féministes de repenser la République et la laïcité à partir de l'égalité homme-femme. Pour elles, le féminisme est partie intégrante de la laïcité et est la condition pour une société réellement laïque. Et c'est là qu'il y a rupture entre l'anticléricalisme des hommes et l'anticléricalisme de ces féministes. Parce que pour ces féministes, la laïcité est l'affranchissement de la religion, oui, mais pour les deux sexes. Ce qui n'est pas le cas pour les républicains, et on verra au cours de l'exposé. Il est à noter brièvement que l'histoire de l'anticléricalisme a été faite, René Raymond, des historiens ont écrit sur l'histoire de l'anticléricalisme, mais en fait, cette histoire passe comme étant l'histoire générale de l'anticléricalisme, sauf que dans ces livres n'est pas abordé cet anticléricalisme spécifique féministe. Ce qui fait que ça en fait un anticléricalisme finalement incomplet. Maria de Rheims fait le lien, je vais vous lire un passage, fait ce lien entre féminisme et laïcité dans un discours qui clôture le Congrès national pour la séparation des églises et de l'État en 1882, donc premières années de la Troisième République. C'est elle qui fait le discours de clôture de ce congrès, je la lis. Je ne veux pas laisser clore ce congrès, dit-elle, sans vous adresser quelques paroles. Je sais déjà qu'il a paru singulier que dans le cours de la discussion qui a duré 3 jours, il n'ait été fait aucune mention de la femme. Car dans toute œuvre anticléricale, dans toute lutte engagée contre l'Église, la femme est une force maîtresse du concours de laquelle dépend le succès. Alors elle poursuit en invitant les libres penseurs de créer les conditions pour que les femmes puissent soutenir la séparation des églises et de l'État, puissent soutenir la République, la laïcité. Si l'on veut régénérer la société, dit-elle, en expulsant l'erreur et la superstition, si l'on veut ouvrir une ère de vérité et de justice, le premier acte d'équité que vous avez à accomplir, messieurs, consiste à faire disparaître des lois tout ce qui retient la femme en tutelle, tout ce qui la subalternise dans la société. Et elle conclut, c'est à cette seule condition que vous pourrez fonder la République et la démocratie. Donc, le premier acte d'équité consiste à faire disparaître des lois tout ce qui retient la femme en tutelle, tout ce qui la subalternise. Et pour les anticléricales, qu'est-ce qui retient la femme en tutelle dans les lois? C'est la religion. C'est l'esprit religieux. Pour elles, c'est la religion qui se trouve être le fondement de cette infériorisation des femmes dans les lois qui régissent la société. Un bref passage d'une des conférences de Nelly Roussel qui succède, elle est née en 1818, c'est la génération qui succède à Maria de Rheims, infatigable des conférences, des livres, et elle diffuse ses idées très largement, les idées féministes radicales. Voici ce que dit Nelly Roussel lors d'une conférence donnée à la Libre Pensée sur l'idée que la source de l'infériorité des femmes dans les lois est la religion. Voici ce qu'elle dit. Si la femme aujourd'hui encore, on est en 1908, si la femme aujourd'hui encore, dans les pays les plus civilisés, est traitée par les divers codes en inférieure et en incapable, c'est parce que toutes les religions, inventées exclusivement par des mâles désireux de justifier la suprématie que leur sexe avait conquise à l'aide de la force brutale, ont insulté et méconnu le nôtre. Alors de ce constat, les féministes anticléricales sont amenées à dénoncer la misogynie de la religion dans leur combat pour la laïcité, l'Église étant doctrinalement opposée, évidemment, à l'égalité politique homme-femme. Je vous donne un petit exemple, les paroles de Pie X. Lorsqu'une journaliste viennoise en 1906, une journaliste catholique viennoise,
En 1906, l'interview et elle lui demande si l'Église autorise les femmes à s'occuper de politique. Alors voici la réponse de Pie X. Cela jamais. Les femmes ne doivent en aucun cas s'immiscer dans les affaires publiques. Elles ne seront ni électrices ni députées. Ces féministes vont donc s'attacher à démontrer la misogynie des religions en développant particulièrement, évidemment, la misogynie de la religion chrétienne. Mais elles vont étendre leur étude à la religion juive, hindoue, musulmane, mais évidemment, elles s'attachent plus à la religion chrétienne, étant la religion largement dominante en France à cette période. Donc, elles se penchent sur les textes fondateurs de la religion chrétienne, les analysent à travers une grille de lecture féministe. Elles font de même pour les personnages de Marie, d'Ève, pour les propos des pères de l'Église. En ce qui concerne le personnage de Marie, voilà ce qu'en dit Maria de Rennes. Marie, désormais l'idéal de la femme dans le christianisme, est l'incarnation de la nullité, de l'effacement. Elle est la négation de tout ce qui constitue l'individualité supérieure, c'est-à-dire la volonté, la liberté, le caractère. Nelly Roussel, elle aime bien rappeler les propos des pères de l'Église dans ses discours pour montrer cette misogynie. Alors, ceux de saint Paul, évidemment, dans le chapitre aux Éphésiens qui décrète l'absolue obéissance de la femme à son mari, les paroles de saint Paul. Voilà ce qu'il dit, saint Paul. Parce que le mari est le chef de la femme, comme Jésus est le chef de l'Église. Les propos de saint Chrysostome. Souveraine peste que la femme, d'art aigu du démon. Par la femme, le diable a triomphé d'Adam et lui a fait perdre le paradis. Et alors, quand elle cite tous ces propos misogynes des pères de l'Église, Nelly Roussel aime à rappeler leur identité à la fin. Voilà comment elle conclut ce passage de son discours. Et remarquez bien, dit-elle, qu'il ne s'agit pas ici des premiers venus, d'individus quelconques dont les déclarations n'auraient aux yeux de tous que la valeur relative et discutable d'une opinion personnelle. Il s'agit, insiste-t-elle, de grands oracles que nul ne peut renier sans blasphème, des véritables fondateurs de la religion chrétienne. De ces analyses, les anticléricales en tirent une seule conclusion, l'infériorité de la femme est posée par l'Église comme postulat. Maria de Rennes exprime clairement cette idée dans un discours qu'elle prononce au Trocadéro en 1881 au nom des femmes. En principe, dit-elle, qui donc nous a avilis, abaissés, asservis, si ce n'est la loi religieuse? Au début de l'humanité, elle nous frappe d'un arrêt odieux. Elle nous accuse d'une faute mensongère. Elle nous prête une corruption native. Elle nous considère comme la cause fatale, maudite, de la déchéance, de la dégradation de l'espèce et de son malheur sur terre. Et pour expier ce délit, elle nous a condamnés à abdiquer ce qui constitue la dignité humaine, la liberté et l'égalité. Cette dénonciation de la misogynie de la religion chrétienne est d'autant plus forte que le XIXe siècle a connu un véritable renouveau religieux. Renouveau qui concerne particulièrement les femmes, parce que le mouvement de déchristianisation qu'il y a eu à partir de la Révolution française, en fait, est un mouvement de déchristianisation qui concerne principalement les hommes. On peut dire, et là je reprends l'expression de l'historien Claude Langlois qui a bien étudié ce phénomène, on peut dire que la société du XIXe siècle a cléricalisé les femmes. Claude Langlois montre comment s'est faite cette féminisation du catholicisme. Tout d'abord, le nombre de congrégations a formidablement augmenté à partir de la Restauration jusque dans les années qui voient le début de la Troisième République. Et parmi ces congrégations, beaucoup de congrégations féminines. Pour vous donner un chiffre, en 1876, il y avait 130 000 religieuses pour 30 000 religieux.
Alors ces religieuses, elles sont surtout dans des congrégations qui se consacrent à des tâches liées aux soins, à la charité, mais surtout à l'enseignement. Surtout à l'enseignement. Et cet enseignement congréganiste féminin est majoritairement dispensé aux filles. Toujours d'après les travaux de Claude Langlois, 6 filles sur 10 en 1880 reçoivent cet enseignement congréganiste. Alors cette emprise des congrégations explique largement que, une fois sorties de cet enseignement, les femmes continuent d'avoir des liens privilégiés avec le religieux. Et Claude Langlois continue sa démonstration. Il donne des chiffres pour la pratique pascale, la pratique des fêtes de Pâques. 70% sont des femmes. Un autre élément à favoriser cette cléricalisation des femmes, un autre élément à contribuer, c'est le changement du discours de l'Église. Parce que face à la déchristianisation masculine du XIXe siècle, il ne restait plus que les femmes comme public. Il fallait donc que l'Église adapte son discours aux femmes. Et c'est ce qu'il fait, notamment avec le culte marial, le culte de Marie. Marie qui tout d'un coup devient la figure féminine. Déjà, Marie, figure féminine, s'adresse directement aux femmes. Marie représente aux yeux de l'Église l'idéal de la femme, vierge et mère à la fois. Bon, n'est pas à un paradoxe près. L'Église substitue ainsi la maternité de Marie au péché d'Ève, autrement dit l'amour maternel à la faute originelle. Et cette sublimation de la maternité participe à la fabrication du modèle féminin catholique qui est celui de l'épouse et de la mère, liant ainsi le religieux au quotidien. L'encyclique de Léon XIII, qui s'appelle Rerum Novarum en 1891, illustre parfaitement cet idéal féminin catholique. Je lis un passage de cette encyclique. Il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques. Ouvrages d'ailleurs qui sauvegardent admirablement l'honneur de son sexe et répondent mieux par nature à ce que demande la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille. Donc vous voyez, ouvrage qui sauvegarde admirablement l'honneur de son sexe. On la met en valeur. Il ne faut pas la perdre. Alors cette conception du modèle féminin catholique des femmes, du rôle et de la place des femmes, rejoint celle mise en place par la société du XIXe siècle dans la théorie des 2 sphères d'influence que l'historienne Michèle Perrault définit ainsi. Je cite Michèle Perrault. Aux hommes, le public, et par-dessus tout le politique. Aux femmes, le privé, sous contrôle ultime du mari ou du père. Le privé, donc, principalement le domestique, la gestion de la maison, de la vie quotidienne, du ménage et le soin des enfants. En résumé, cette imbrication du religieux du quotidien, ajoutée à la féminisation du clergé, à l'éducation religieuse des filles et à celle de la pratique religieuse, est à la source de l'idée diffuse dans la société d'une nature religieuse féminine. L'idée qu'il existe une relation naturelle entre les femmes et la religion. Alors on comprend bien pourquoi les féministes anticléricales revendiquent une laïcité dont la base serait le féminisme, c'est-à-dire l'égalité des droits entre hommes et femmes en opposition à cette doctrine religieuse basée sur l'inégalité des sexes qui prévaut dans la société. La religion considérée donc comme l'ennemi idéologique de l'émancipation des femmes, et pourtant, on vient de le voir, les femmes entretiennent une relation privilégiée avec la religion. Alors les anticléricales se questionnent. Mais comment se fait-il donc que beaucoup de femmes manquent à l'appel dans ce combat ? Comment se fait-il donc que nous ne soyons pas toutes sur la brèche du côté des assaillants ? Comment se fait-il donc que quelques-unes d'entre nous aient pu se faire au contraire les gardiennes et les défenseurs de doctrines qui les insultent ? Toutes ces questions, c'est Nelly Roussel qui se les pose dans une conférence sur la femme et la libre pensée. Les anticléricales ont bien conscience
de cette relation si particulière entre les femmes et la religion. Alors elles en cherchent les causes et ce qui pourrait y mettre fin. Comment briser cette relation? Elles savent que c'est un chemin long à parcourir, qui commence par la prise de conscience de la misogynie de la religion, qui se poursuit par un acte de rupture, pour enfin épouser l'idéologie républicaine qui permettra de revendiquer des droits égaux entre hommes et femmes. Donc le chemin est long. Nelly Roussel, lors d'une conférence, retrace son propre chemin, son parcours. Donc je vous lis ce passage. Celle qui vous parle, citoyen, est arrivée à la libre pensée en passant par le féminisme. C'est-à-dire, en d'autres termes, que celui-ci m'a conduite à celle-là. Catholique d'éducation, mais féministe d'instinct. Blessée chaque jour profondément par le spectacle ou le récit des vexations et des douleurs qui accablent la femme dans notre société. Bien résolue personnellement à ne jamais m'humilier et à ne point souffrir sans protester. Le jour où j'ai compris enfin la cause véritable et profonde de tout ce qui me révoltait, où j'ai senti dans cette religion qu'on m'avait appris à aimer l'éternel adversaire de toutes les idées d'affranchissement qui peu à peu germaient et grandissaient en moi, le jour où j'ai vu clairement ce qu'il y a dans les dogmes chrétiens, derrière le voile séduisant et trompeur des légendes et des symboles, d'ignoblement outrageants pour la femme, j'ai rejeté loin de moi des doctrines que ma fierté ne pouvait accepter. Je suis allée à la libre pensée comme à la grande libératrice. Alors les anticléricales ont bien conscience que ce chemin est difficile, d'autant plus qu'il y a un obstacle vraiment important, c'est l'intériorisation par les femmes de leur soumission, l'intériorisation de leur infériorité. Nelly Roussel, toujours, pose ainsi ce paradoxe que la religiosité des femmes est à la fois la cause et l'effet de leur infériorisation. Elle développe l'idée que pour se révolter, il faut en avoir le désir, la volonté et l'énergie. Or, l'Église, explique-t-elle, a inculqué l'esprit de résignation qui interdit toute prise de conscience d'une force précise et donc de révolte. Voici comment elle explique ça. Tant que la femme, dit-elle, se courbera, humble et docile, sous l'anathème, tant qu'elle acceptera des dogmes outrageants, tant qu'elle croira à la nécessité de sa souffrance, à la légitimité de son asservissement, et qu'elle ne s'insurgera ni contre l'une ni contre l'autre, il n'y a évidemment aucune raison pour qu'elle cesse de souffrir et d'être esclave. On n'a que ce que l'on conquiert, et la volonté d'être libre est le premier pas vers la liberté. Elle poursuit. Si l'Église fut toujours la complice des oppresseurs, c'est en enlevant aux opprimés la faculté de vouloir et d'agir. Son crime est moins, peut-être, d'avoir forgé des chaînes que d'avoir fait naître cet esprit de résignation et de passivité qui les a rendus supportables. Alors comment faire Comment faire pour briser cette relation? Une solution, c'est d'enseigner les religions à travers la grille de lecture féministe. Ah oui, mais où? Où enseigner? Et là, avec cette question toute simple, toute pragmatique, toute pratique, en fait, c'est une question qui va dévoiler, où on va voir que l'anticléricalisme de ces féministes remet en cause l'organisation entière de la société. Cette société qui ne laisse aucune place aux femmes dans l'espace public. Et à partir de ce moment-là, suit leur combat contre l'Église dans l'effet religieux qu'a la doctrine dans la société. Bon, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Alors, je vais prendre deux thèmes, particulièrement le mariage et l'enseignement. Le mariage, on l'a vu, une femme mariée, les femmes sont rendues civilement incapables par le Code civil de Napoléon en 1804. Nelly Roussel résume en 2 mots la situation des femmes dans le mariage: obéir et souffrir.
Toute la morale religieuse se résume pour nous en ces deux mots, pour nous les femmes. Alors, obéir. Sur cette obéissance, quand les anticléricales parlent de cette obéissance, dénoncent cette obéissance que la femme doit à son mari, elle rappelle évidemment très souvent les paroles de saint Paul, et là je vous les redonne en entier quand même. Le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Mais l'Église continue, dans les années qui nous intéressent, à véhiculer ce discours à travers des encycliques. Les évêques reçoivent ces encycliques, ces paroles sont dites. Même si l'Église va un petit peu atténuer son discours avec la théorie de la complémentarité, mais enfin, la femme devient complément d'eux. Alors, complément du mari, complément du père. Bon, les féministes anticléricales, le résultat est le même, c'est obéissance et soumission. Donc, obéir et souffrir. Et souffrir, là, Nelly Roussel fait référence à la maternité. Alors, Nelly Roussel, elle milite, c'est une néo-malthusienne. Elle milite pour la libre maternité, la maternité consciente, qui est à l'époque extraordinaire, quoi. Elle fait partie de la Ligue de régénération humaine fondée par Paul Robin en 1896, où on y retrouve quelques socialistes, des anarchistes et des féministes radicales, anticléricales. Alors, bien évidemment, les néo-malthusiennes se retrouvent en complète opposition avec le discours de l'Église sur ce sujet, pour qui le plaisir est une faute et le but de l'acte sexuel uniquement la procréation. Alors là, il faut dresser aussi, assez rapidement, un aperçu à cette époque-là du contexte historique dans ce domaine, parce qu'au lendemain de la défaite de la guerre de 70, les classes dirigeantes s'inquiètent du mouvement de dépopulation qui a commencé, le phénomène de dépopulation qui a commencé en France au début du 19e d'ailleurs. Mais la défaite de 70 réveille les populationnistes. Un médecin, Jacques Bertillon, crée l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française. Le corps médical, dans son ensemble, est nataliste. Et le corps judiciaire lui emboîte le pas. Et en cette fin du 19e siècle et début 20e siècle, travaille pour une législation beaucoup plus dure contre l'avortement. Parce que jusque-là, l'avortement était jugé en cour d'assises. Et les juges veulent, pour durcir la législation, le passer en correctionnel. Parce qu'en fait, en cour d'assises, comme il y a des jurés, les jurés acquittaient pratiquement tout le temps les femmes qui se retrouvaient sur les bancs des accusés pour avortement. Alors, ils se sont dit, si on fait passer l'avortement en jugement correctionnel, il n'y a pas de juré, il n'y a que des juges, c'est à huis clos, et les peines seront plus sévères. Bon, la guerre de 14 a lieu, cette législation n'a pas pu être mise en place, mais alors en 1920, il y a les lois terribles, les lois contre la contraception et contre l'avortement, qui sont très très dures et qui vont durer jusqu'à la loi Veil, jusqu'en 1975. Bon, je reviens à Nelly Roussel. Il ne fait aucun doute pour elle que l'idéologie chrétienne dans le domaine de la sexualité, de la maternité, fait partie de tout ce que la religion chrétienne a dogmatisé contre les femmes. Voici comment elle conclut une conférence consacrée à ce sujet en 1903, intitulée « Le problème de la population ». Voilà comment elle conclut sa conférence. « Il est temps, dit-elle, que la vieille doctrine de l'Église, qui place la créature humaine entre les souffrances de la chasteté absolue et celles de la fécondité sans limite, qui prétend interdire toutes les joies de l'amour à ceux que des raisons très graves font hésiter devant l'œuvre de vie, il est temps que cette doctrine tyrannique et cruelle aille rejoindre au chaos des choses mortes toutes les idées de contrainte et de servitude qu'a balayé le souffle de réveil. Combat contre l'idéologie chrétienne donc de la femme dans le mariage, et donc combat contre l'idéologie chrétienne concernant l'enseignement. L'instruction des filles est en effet l'une des principales revendications de ces féministes. Il s'agit d'instaurer une éducation laïque pour les filles, et cette position les place de fait en opposition à l'Église,
pour qui le souci principal est depuis son origine d'exclure le plus possible les femmes de tout enseignement. Je rappelle à ce propos les paroles de saint Paul, encore lui. Voilà ce qu'il dit: pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle se tienne dans le silence. 19 siècles plus tard, l'Église engage toujours les femmes à garder le silence. L'évêque d'Orléans, Dupanloup, est ainsi fidèle aux propos de saint Paul. Voilà ce qu'il dit: on permet, dit-il, à une femme de lire, à condition qu'elle n'amasse que pour enfouir. Il est défendu de se mêler à une conversation sérieuse. Ben là aussi, on comprend bien pourquoi ces féministes se retrouvent une fois de plus en opposition à l'Église. Ne l'oublions pas, l'enseignement des petites filles sont dans les mains des congrégations religieuses encore, hein, dans les années 80. Ça va être long, la laïcisation aussi, hein, de l'école. Ça va prendre du temps, forcément. Alors, il s'agit pour ces féministes anticléricales, alors, non seulement d'instaurer un enseignement laïque pour les filles, mais aussi que cet enseignement soit en totale égalité avec celui des garçons. Et on retrouve cette revendication dans une des résolutions du premier congrès anticlérical en 1881, dont Maria de Rème est la vice-présidente. Je vous lis cette résolution concernant l'enseignement. Considérant que l'éducation des filles a été infériorisée systématiquement par les gouvernements cléricaux et autoritaires, le Congrès émet le vœu que l'éducation des filles soit absolument laïque, c'est-à-dire expérimentale et scientifique, qu'elle soit rendue accessible à tous les degrés, comme celle des garçons. Un autre vœu aussi, que l'éducation soit mixte quant au sexe dès le plus jeune âge. C'est qu'il va falloir attendre les années 70 pour ça. Alors, lorsque ces féministes dénoncent dans leurs articles, leurs discours, leurs brochures la misogynie de la religion et son influence dans l'organisation de la société, c'est d'une part pour convaincre les femmes, mais elles sont peu nombreuses à leur discours, les femmes, surtout des hommes, des libres penseurs qui sont là, mais aussi pour convaincre justement ces républicains, ces libres penseurs et ces anticléricaux que la République laïque et les lois laïques ne le sont que partiellement s'ils occultent la question de l'égalité des sexes. Alors voilà un nouveau combat pour ces anticléricales, qui est celui de convaincre les républicains, les libres penseurs de la nécessité d'intégrer, de l'évidence d'intégrer le féminisme dans la laïcité. Et ça devrait être simple, normalement, puisqu'ils défendent les mêmes valeurs. Le féminisme s'appuie sur la laïcité. Les anticléricaux, les libres penseurs veulent la laïcité. Elle s'appuie sur des valeurs de justice, d'égalité, de liberté de conscience. Bon, donc ça devrait être facile. Nelly Roussel fait tout un discours qui s'intitule « La femme et la libre pensée » où elle montre bien ce lien, cette évidence entre le féminisme et la libre pensée. Voici comment elle commence son discours. Pas de féminisme sans libre pensée, c'est-à-dire sans l'effondrement de toutes les doctrines religieuses. Et pas de libre pensée sans féminisme, c'est-à-dire sans le relèvement économique, intellectuel et social de l'éternel sacrifié, entre guillemets, éternel sacrifié. Pas de féminisme sans libre pensée, on l'a vu, elle l'explique en développant toute la misogynie de la religion chrétienne. Et pas de libre pensée sans féminisme, voici comment elle l'explique. Le féminisme est son puissant allié à la libre pensée, car en donnant aux femmes conscience de leurs droits, il les détache inévitablement de l'Église qui les leur refuse. Et elle met en garde les libres penseurs. Ne pas intégrer le féminisme dans la libre pensée, c'est vouer à l'échec toute l'œuvre laïque. Voilà ce qu'elle dit. Il n'y a point, à mon avis, de victoire possible pour l'un et l'autre de ces deux mouvements s'ils ne sont étroitement et constamment unis. Les convaincre devrait donc être facile, mais il s'avère que la misogynie des anticléricaux est bien plus forte que leur anticléricalisme.
Alors, quels sont les arguments des anticléricaux pour refuser le droit de vote des femmes et pour laisser en état leur infériorisation dans la société? Ce sont des arguments du tout venant, qu'on retrouve toute formation politique confondue, la nature des femmes, ça retrouve-t-il, les hormones, ça les empêche de réfléchir correctement. L'argument de l'épouse et de la mère, c'est qu'on ne peut pas être épouse, mère et citoyenne et s'occuper de politique, c'est pas possible. L'argument que si la femme devenait l'égale de l'homme, elle perdrait sa féminité. Sous-entendu, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont là une crainte pour leur identité masculine. Il y a une peur là de dévirilisation. Mais l'argument quand même roi de ces libres penseurs, de ces anticléricaux, qui est vraiment spécifique à eux, c'est la femme est cléricale. Autrement dit, si les femmes votaient, elles voteraient pour la réaction et elles mettraient en péril la République et les lois laïques. Certains libres penseurs anticléricaux républicains se disent d'accord en théorie sur le droit de vote, oui. Mais en pratique, ce n'est pas possible. Je vous livre la réponse d'Alfred Naquet, républicain député. C'est lui qui a porté la loi sur le divorce en 1884. Voici ce qu'il dit sur le droit de vote des femmes. Le danger clérical est trop fort, l'opinion publique trop mauvaise. La République a trop besoin de toutes ses forces pour qu'il ne fût pas téméraire d'apporter un nouveau contingent aux partisans du clergé. Un nouveau contingent. Et donc les femmes, le nouveau contingent, partisans, supposés partisans du clergé. Alors cette opposition des républicains anticléricaux laisse les anticléricales, les féministes radicales amères. Voici comment, dans un journal féministe, Odette Laguerre, dans La femme affranchie, fait exploser cette amertume et cette colère. Voici ce qu'elle dit. Que les esprits rétrogrades et autoritaires, que les soutiens de l'Église et de la tradition s'opposent à la libération de la femme, c'est naturel et c'est logique. Mais qu'il se trouve encore parmi les libres penseurs et les socialistes des adversaires de cette émancipation, voilà qui est incompréhensible et nous fait douter fortement ou de la clairvoyance ou de la sincérité de ces soi-disant libres penseurs et socialistes. Alors devant ce refus obstiné des anticléricaux, eh bien, elles vont se mettre à dénoncer les lois votées par ces républicains en disant que ce sont des lois soi-disant laïques. Et ça va aller jusqu'à la loi de 1905, une loi soi-disant laïque. Alors vous savez, les lois laïcisant la société sont votées dès les débuts de la Troisième République. Et toutes ces féministes radicales, évidemment, applaudissent à ces lois qui ont permis de dégager le pouvoir de l'Église dans différents domaines de la société. Évidemment, elles sont très critiques. Elles sont critiques parce que pour elles, repenser la laïcité à partir de l'égalité des sexes, cela revient à extirper, au-delà de la laïcité strictement juridique, toute morale religieuse dans les lois. Les lois doivent, pensent-elles, combattre les empiétements du pouvoir religieux et de la morale religieuse, et notamment celle basée sur l'infériorité décrétée des femmes. Alors, elles accusent ainsi les républicains anticléricaux de laisser dans ces lois, je cite, l'esprit dogmatique de la religion. Car, par l'inégalité des sexes qui les caractérise, ces lois, elles les accusent de perpétuer dans ces lois l'idée religieuse de l'infériorité des femmes, qui continuent de les mettre à part et de ne pas les faire bénéficier des avancées qu'elles génèrent dans la société. Nelly Roussel se charge de faire passer ce message lors d'un meeting de protestation du centenaire du Code civil en 1904. 1904, centenaire du Code civil napoléonien, 1804. Et alors il y a des célébrations et les féministes radicales anticléricales font des contre-célébrations, protestent contre ce Code civil puisqu'elles demandent la révision du Code civil. Dans ce Code civil, les femmes, il y a un article, les femmes ne jouissent pas de leurs droits civils au même titre que les mineurs, les enfants et les fous. Bon. À l'occasion donc
conférence sur la protestation contre le Code civil, voilà ce qu'elle dit. Libre pensée n'est point, comme trop semble le croire, synonyme de anticléricalisme, ni même de irreligion. Penser librement ne consiste pas uniquement à nier l'existence de Dieu, le caractère sacré du prêtre ou la véracité des légendes bibliques. Les dogmes chrétiens ne sont pas les seuls à combattre. Notre société tout entière est bâtie sur des dogmes qui, pas plus que les autres, ne doivent échapper aux investigations de la critique. Nous, les femmes libres penseuses, nous ne respectons pas les idoles laïques. Nous prétendons tuer avec l'Église tout ce qui s'est inspiré d'elle et a subi son influence dans la société civile. Et c'est une folie de croire que nous pouvons accepter la situation que nous ont faite dans la famille et dans l'État, les lois et les mœurs hoministes. Ces accusations portées par ces féministes contre les républicains anticléricaux de laisser donc l'esprit religieux de l'infériorité des femmes dans les lois est d'autant plus fort que l'argument des anticléricaux est de dire que oh ben non, on ne donne pas de droit aux femmes parce qu'elles sont cléricales. Donc elles retournent l'argument, la femme est cléricale. Alors, je prendrai qu'un exemple pour terminer, celui de l'enseignement. Elles applaudissent les lois Ferry votées dès 1880-82, l'école laïque gratuite obligatoire. Elles applaudissent à la loi Camille C qui crée les lycées de jeunes filles. Mais elles critiquent sévèrement le fait que les programmes ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas de philosophie dans les lycées de jeunes filles. L'histoire est très superficiellement abordée. Les mathématiques ne sont pas du tout poussées. Et elles critiquent ces lois au niveau de cette inégalité. Il faut penser que le baccalauréat, les femmes pourront passer le baccalauréat en 1924. Ce qui veut dire que les programmes seront communs, seront à égalité qu'en 1924. Puis elles ont des travaux d'aiguille, tout ça. En fait, la législation républicaine concernant l'école est un peu calquée sur celle de l'idéologie de l'Église. Et là, je prends un mot de Jules Ferry. Il s'agit juste de donner des compagnes républicaines aux hommes républicains. Donc, voilà. C'est-à-dire que les femmes sont en fait un enjeu pour les républicains contre la lutte, dans la lutte contre l'Église. Les lois qu'ils proposent, elles ne sont pas faites pour l'épanouissement individuel et intellectuel des femmes. C'est ce que critiquent ces féministes radicales. Et puis ça va jusqu'à la critique de la loi de 1905. Les débats sur cette loi s'ouvrent en 1933. La commission chargée de préparer la loi commence en 1903, et les féministes radicales lancent des appels répétés dans leurs journaux, dans des différentes conférences, des appels répétés aux législateurs pour prendre en compte le féminisme comme forme d'anéantissement de la domination cléricale dans l'élaboration de cette loi. Voilà ce qu'écrit Hubertine Auclair dès l'ouverture de la commission chargée de préparer la loi. Voilà ce qu'elle écrit dans le journal Le Radical. Elle s'adresse à M. Combes. Monsieur Combes, doué d'une si rare énergie, anéantirait à jamais cette domination cléricale si, comprenant que le féminisme est la base de la laïcité et de la question sociale, il faisait immédiatement rentrer dans le droit commun les femmes que les prêtres ont fait mettre hors la loi en les excluant du sacerdoce. Alors on le sait, ces féministes ne convainquent pas les anticléricaux ni les républicains d'intégrer le féminisme ni dans les lois ni dans la laïcité lors du vote de la loi de 1905. Après 1905, la question religieuse n'est plus au cœur des débats. C'est plutôt la question sociale qui va être au cœur des débats. Mais les anticléricales, c'est pour ça que j'ai continué mon étude jusqu'en 1914, parce qu'elles vont continuer jusqu'en 1914 à essayer de convaincre les républicains de cette nécessité, de cette évidence. Bon, il y a aussi des féministes radicales anticléricales qui pensent que c'est peine perdue, que ce n'est pas en s'alliant avec les républicains que le féminisme arrivera à quelque chose, que ce n'est que par l'autonomie du mouvement féministe que les femmes arriveront à avoir des droits égaux à ceux des hommes, et celles-ci n'avaient pas tort.
conclusion, ces recherches permettent tout d'abord d'avoir un autre regard sur l'historiographie de l'anticléricalisme, puisque on s'aperçoit qu'en occultant le féminisme de son combat, l'anticléricalisme étudié est en fait un anticléricalisme masculin qui ne disait pas son nom, et que finalement l'anticléricalisme général, c'est finalement l'anticléricalisme féministe, puisque en plus des revendications spécifiquement féministes, il a toutes les autres revendications faites par les anticléricaux hommes. Cet anticléricalisme féministe s'estompe entre les deux guerres. D'une part parce que les grandes figures, Nelly Roussel, Maria de Rey, Madeleine Pelletier, on ne l'a pas trop rencontrée là, Madeleine Pelletier, mais aussi une grande figure, meurt, Hubertine Auclair en 14, Nelly Roussel en 1922, beaucoup disparaissent. Et dans l'entre-deux-guerres, le féminisme est beaucoup plus modéré, beaucoup plus modéré. Après 1914, la Troisième République reste misogyne jusqu'en 1940. Bon, je vous passe l'épisode Pétain, il n'était pas question qu'il y ait de féminisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, la laïcité s'inscrit dans les constitutions de la 4e et de la 5e, mais elle reste tout aussi sexiste. Il faut attendre donc les années 1960-70 avec le mouvement de libération des femmes et les lois sur la contraception et l'avortement, pour voir la victoire de la laïcité, puisque les positions doctrinales de l'Église n'ont pas prévalu cette fois. Donc on peut dire que c'est la laïcité qui a permis et a encouragé ce mouvement d'émancipation des femmes qui s'est poursuivi dans les décennies ensuite. La laïcité de l'État a donné une légitimité aux revendications féministes dans le sens de l'affranchissement de ces lois communes, en les affranchissant de la religion, en affranchissant ces lois de la religion. Réfléchir aujourd'hui sur la laïcité nous amène à considérer que la laïcité apparaît être le seul cadre qui permet cette légitimité, puisque les trois monothéismes ont sacralisé la domination masculine, mais je n'ai pas écouté la radio ce matin, pour l'instant, sans la remettre en cause. Aujourd'hui, on assiste à un recul de ce processus d'émancipation. Des fanatismes religieux interprètent littéralement des textes fondateurs légués par l'époque patriarcale pour imposer leur position doctrinale dans le but d'empêcher des transformations juridiques et sociales conformes à l'évolution des mœurs. Les pires régressions sont possibles et certaines déjà réelles. La remise en cause ces dernières années du droit à l'avortement dans les pays européens, fortement influencés par les mouvances religieuses, en est la preuve. Espagne, Pologne, même si la Pologne, l'avortement était déjà très restrictif. Bon, après, il y a un exemple porteur d'espoir, c'est l'Irlande, avec le référendum qui a eu lieu au printemps dernier. Cela concerne les femmes, mais aussi les homosexuels, les transgenres, puisque l'acquisition de leurs droits rencontre toujours l'opposition des religions, qui là aussi jouent de leur influence auprès des gouvernements. On l'a vu pour le mariage pour tous, pour la PMA, on va voir, ça va être remis en question. Alors, le piège tendu aujourd'hui à l'universalité, qui est le fondement de la laïcité, et peut-être celui revendiqué de plus en plus, qui est celui du droit à la différence, qui peut tendre à la différence des droits. Pour conclure, je dirais qu'un peu plus d'un siècle après la loi de 1905, toute réflexion sur la laïcité nécessite de prendre en compte cette question de l'égalité des sexes, comme le revendiquaient déjà les féministes radicales de la Troisième République. Merci à Véronique Rieu d'avoir éclairé ce point aveugle quant au féminisme, à la laïcité et à l'anticléricalisme. Maintenant, la parole va être à la salle, il suffit de la demander. Une petite question.
concernant le rôle qu'a pu jouer Madame Siegfried, fille de pasteur et femme de Jules Siegfried, qui était maire et députée du Havre. Alors, je ne vais pas travailler spécialement sur cette personne-là, mais les féministes dans le protestantisme sont pas anticléricales. En fait, le protestantisme, avec ses principes plus d'individualité dans la question de Dieu, c'est plus un individu face à Dieu. Il n'y a pas il n'y a pas ce poids du pouvoir de l'Église catholique. Et donc, les féministes protestantes et anglo-saxonnes, d'ailleurs aussi, mêlent leur féminisme à la religion. Et en fait, on se rend compte, alors j'ai très peu fait de recherche encore sur les autres pays européens, mais le peu que j'ai fait, on se rend compte que l'anticléricalisme féministe existe dans les pays où le pouvoir de l'Église catholique était très fort. Italie, Espagne, voilà. Où en fait l'anticléricalisme était une force politique. Dans le livre, tu décris aussi l'analyse des anticléricales, donc quand même par rapport au catholicisme, mais également par rapport aux autres religions. Et j'ai noté le résumé qu'en a fait Ariely, d'ailleurs dans Le Républicain rouennais. Oui. Le grand trait d'union de toutes les religions du globe est la misogynie. Ouais. Alors, toutes les religions sont analysées avec des arguments particulièrement affûtés et pour en tirer la conclusion qu'elles s'accordent tous pour dire que la femme est intérieure et doit le rester. Oui. Et malheureusement, on regrette vraiment vivement que les républicains aient pensé la même chose. Enfin, pas forcément dit clairement, mais de fait, encore que ils l'ont également dit, ils ont maintenu les femmes dans un statut inférieur, ne serait-ce qu'en proposant des enseignements différenciés. Donc en cela, ils étaient d'accord avec l'Église de assigner la femme à la sphère plutôt familiale. Ça les arrangeait bien. Bien sûr. Ces anticléricales ont travaillé vraiment, elles avaient étudié, notamment Maria de Rennes et les Roussel avaient étudié les textes fondateurs des différentes religions, les critiques qu'il y avait de fait dessus. Enfin, c'était des féministes, à part Madeleine Pelletier, qui était d'un milieu bourgeois, qui avait eu accès à la culture, qui était dans un environnement aussi culturel qui les a portés vers les livres, vers la lecture, vers l'étude. Bien sûr, j'arrive pas vraiment à voir la spécificité des religions là-dedans. Toute organisation humaine, depuis toujours, a mis les femmes au second plan. C'est ce qu'elles veulent rompre, oui. Depuis toujours. Voilà, mais pas juste les organisations religieuses. En ce moment, le monde de l'entreprise a écarté les femmes, pas pour raison religieuse. C'est-à-dire que leur démonstration, c'est de dire que si les hommes ont acquis le pouvoir sur les femmes par la force, ils ont légitimé cette force en inventant les religions et en faisant dire à cette religion que cette infériorité était de source divine. Ça a été une sorte de légitimation de l'infériorité des femmes. Et après, c'est dans tous les domaines de la société, bien entendu, dans le travail, dans le sport, dans la culture. Les femmes dans la culture, c'est très très récent. D'ailleurs, on se demande, est-ce qu'il faut dire autrice, est-ce qu'il faut dire... Si on se pose des questions sur comment les appeler, c'est donc bien qu'elles n'existaient pas. Du moins qu'on ne voulait pas qu'elles existent. Mais ça n'existe même pas dans la grammaire. Il n'y a pas de langue en accord avec le féminin, je pense pas. Le pluriel, c'est comme vous l'avez mentionné au début de votre discours, s'il y a au moins un homme... C'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Il me semble, mais je ne suis pas grammairienne, mais il me semble que c'est assez tardivement, vers le 16e ou 17e siècle, que cette règle est apparue. Enfin, là, je n'en suis pas sûre de moi. Rares sont les sociétés non patriarcales. C'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Oui, donc la religion, c'est... Tu as raison. Vous avez raison, pardon. Dans votre exposé, vous faites la part belle un petit peu aux hommes républicains, mais
aussi que cet anti-féminisme, il est partagé un peu par les Lumières, Rousseau et Voltaire. Et c'est quand même les révolutionnaires de 1793 qui exécutent Olympe de Gouges. Donc il y a donc une lignée avec les républicains de 1875. Tout à fait. Condorcet sort du lot. Condorcet est un des seuls philosophes des Lumières, avec Olympe de Gouges, qui portait le féminisme. Oui, oui, tout à fait. C'est la continuité. Oui. Et il y a la continuité dans le communisme, qui a été aussi, et dans le socialisme aussi. Les femmes n'ont pas eu. Alors, il y a eu le droit à l'avortement en URSS quand l'URSS, la révolution russe en 1917 a eu lieu, mais en fait, les femmes se sont retrouvées à la même place qu'elles avaient. Elles avaient quand même une carrière. Elles avaient une carrière. Elles avaient eu accès au travail. Oui. Une carrière, une vraie carrière. En France, les positions de l'Union des femmes françaises en 1945-7, c'était pas très féministe. Après, entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 60-70, le mouvement de libération des femmes, le féminisme n'existe pratiquement pas. Il commence avec le planning familial à la fin des années 50. On a la Commune de Paris. Ce féminisme. Louise Michel, oui, mais pendant la Commune de Paris, ces féministes qui vont se battre aussi, ça va devenir des pétroleuses, ce terme péjoratif. C'est-à-dire que toujours, et d'ailleurs à un moment donné, Maria de Rennes le dit dans un de ses discours, elle se demande, mais vous pouvez vous demander, républicain, parce qu'elle parle devant une assemblée de républicains, d'hommes, et elle dit, vous pouvez vous demander pourquoi il n'y a pas de femmes dans cette public. Et elle répond, oui, mais les femmes, depuis la Révolution française, ont été écartées. Elles se sont battues à la Révolution française en 89, elles se sont battues en 1830, en 48, à la Commune de Paris. Bon, on les a à chaque fois dit, on leur a dit de rentrer chez elles. Bon, à la fin, ça va, quoi, une fois, deux fois, trois fois. Et elle explique que les femmes, elles commencent à être fatiguées. Dans le Conseil national de la résistance, il n'y a aucune femme. Non. Pourquoi est-ce qu'on perd à chaque fois? Est-ce qu'il y a certains... Non mais c'est vrai, c'est vrai. Pas la prochaine fois. Je crois qu'il y a aussi ce côté, par exemple, vous parliez donc pendant la résistance. C'est intéressant ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale là-dessus. Cette intériorisation dont parlait une des féministes, Maria de Rennes, de leur rôle naturel d'aider, d'être dans les soins, de tout ça. Quand on posait la question à des résistantes qui avaient pourtant auraient pu être arrêtées par la Gestapo, torturées, déportées, etc. Et alors que les hommes étaient portés en héros de la résistance, elle disait, oh bon, moi j'ai fait mon devoir. Il y a cette intériorisation, ça fait des millénaires que les femmes ont ça sur leurs épaules, donc c'est pas, ça peut pas changer par des lois. Les lois aident, bien entendu, il faut des lois parce que c'est avec ça qu'on s'appuie, c'est avec les lois qu'on appuie après l'évolution, mais l'évolution des mentalités est très très... Une demande de précision, on peut partager évidemment pour les féminismes, mais pour tout le monde, la volonté d'extirper toute morale religieuse contenue dans les lois, comme ça a été dit, mais je voudrais savoir en quoi dans la loi de 1905 il y aurait quelque chose à observer ou à critiquer par rapport à ça. Certains aimeraient faire entrer le féminisme, l'égalité des sexes dans la loi de 1905 pour asseoir cette universalité dans la laïcité, ce qui n'avait pas été fait. Peut-être qu'on pourrait se demander aujourd'hui si, je n'aime pas trop faire de l'histoire-fiction, mais si le féminisme avait été intégré en 1905 dans la laïcité, peut-être qu'il n'y aurait plus du tout de soucis. Ou moins de soucis concernant l'inégalité homme-femme, peut-être. Peut-être que si à chaque fois la laïcité avait été associée au féminisme, peut-être que dans les mentalités, ça aurait forgé une
solidité à l'égalité des sexes. À nous de le faire. Dans la période que vous citez, la loi Marthe-Richard n'avait pas encore eu lieu. Comment elles se positionnaient, les anticléricales féministes, par rapport aux ouvrières des maisons closes? Alors, il y avait des socialistes, par exemple Nelly Roussel, elles sont de gauche. Elles sont de gauche. Sauf que dans les organisations de gauche, les partis politiques de gauche, le Parti radical, qui est le parti qui soutient la Troisième République et les lois laïques, exclut les femmes. Les femmes n'ont pas le droit à être... Au Parti radical, les syndicats ne veulent pas de femmes. Il faut attendre les années 20 pour que les syndicats ouvrent leurs portes aux femmes. Et les ouvriers et les femmes aussi, les femmes socialistes, les femmes qui sont socialistes, parce qu'il y a des groupes féminins socialistes, mais elles ne sont pas dans le groupe socialiste, trouvent ces féministes bourgeoises. Elles y mettent de la lutte des classes. C'est-à-dire que Martine Auclair, Hubertine Auclair, pas Madeleine Pelletier, mais Maria de Rennes et Roussel sont prises pour des bourgeoises, c'est du féminisme bourgeois. Et pour eux, la question du travail, la question sociale passe avant. Par rapport à la prostitution, je veux dire. Ça se posait pas encore. Si, il y avait des ligues contre la prostitution, pour les bonnes mœurs. C'est pas elles qui sont anticléricales. C'est les féministes plus modérées. Ce sont les féministes qui veulent améliorer les conditions de vie des femmes. Et quand elles militent dans des ligues contre la prostitution, c'est plutôt pour un côté hygiénique, pour contrôler cette prostitution. Parce que ça fait des dégâts avec la syphilis et il faut... Et ce que vous dites sur les femmes, notamment dans les syndicats, c'est un peu pire que ça quand même. Généralement, les syndicats, au moins au début du XXe siècle, ne reconnaissent pas le droit à la femme de travailler. C'est une concurrence pour les hommes, une concurrence déloyale pour les hommes. Et la CGT à Lyon implique un procès à un militant CGT dont la femme travaille dans la typographie. Donc, effectivement, l'intervention des femmes dans ces organisations sociales, elle est vraiment très très difficile. En même temps, pour une fois, l'ouvrier est d'accord avec le patron, c'est-à-dire que le patron est content d'avoir une main-d'œuvre féminine parce qu'elle est sous-payée, et le mari peut être content parce que c'est lui qui gagnera quand même plus que sa femme. Quand il rentre à la maison, c'est lui le chef, il a gagné plus. Donc en fait, là, il y a une petite... Mais oui, le combat syndical a été plus que difficile. Ouais. Alors après, le travail des femmes commence, à la fin du 19e, commence à se voir. Elles commencent à être visibles, les femmes, dans le public finalement, malgré tout. Elles commencent à l'être. Mais c'est surtout après la Première Guerre mondiale qu'elles vont investir beaucoup le monde du travail. Moi, je voudrais parler de l'intériorisation par les femmes de leur soumission aux hommes. Qui les a conduites à reproduire cette soumission dans l'éducation de leurs enfants, et en particulier de leurs filles. Ça a été un frein à l'égalité homme-femme. Pouvez-vous nous faire un petit raccourci de l'évolution historique de cette soumission qui a tendance évidemment à disparaître maintenant et à nous en donner les raisons de cette... on parle de Saint-Paul, mais même avant... Les femmes n'avaient pas le droit de vote dans la démocratie grecque. Par exemple, donc les femmes ont toujours, c'est ce que Madame disait tout à l'heure, c'est depuis la nuit des temps qu'elles sont dans l'organisation d'une société mise à part. Cette mise à part, c'est forcément dans le foyer, donc mari, enfant, et forcément celui qui vient de l'extérieur a le pouvoir, parce que celui qui est à l'extérieur est dans le politique. De fait, il y a soumission. Enfin, je ne sais pas si je réponds. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, et là je ne prends pas parti évidemment, les femmes ont été les instruments de leur propre soumission. C'était une soumission plus ou moins volontaire. C'est l'aliénation volontaire. Voilà. Oui. Mais parce que c'est comme l'explique Nelly Roussel, mais c'est dans plein de domaines différents. On ne peut se révolter que si on a conscience qu'on est opprimé, donc ça passe par une prise de conscience qui amène à la révolte,
et le contexte dans la situation de la France, des pays européens en général, même si la France a été plus fort avec la loi de la laïcité, mais toutes les sociétés quand même occidentales dans le XXe siècle se sont sécularisées, même en Italie, etc. La religion a pris quand même de moins en moins de poids. Au fur et à mesure que la religion a pris moins de poids, les femmes ont commencé à se dégager de cette intériorisation, mais elle y est encore bien. Vous avez parlé de renaissance du catholicisme au XIXe siècle, Ouais. hein, et il y a quand même un lien certainement avec le culte de l'Immaculée Conception, qui va être repris avec la renaissance aussi de la Compagnie de Jésus, de la nouvelle Compagnie de Jésus. Enfin, en tout cas, dans le sud de l'Europe, c'était clair. Enfin, je pense qu'en France aussi. Ah oui, oui, oui. Parallèlement, moi, je vous ai parlé que du culte de Marie, le culte marial qui se développe énormément, et il y a l'Immaculée Conception. Le dogme de l'Immaculée Conception, je crois que c'est 1854. Alors que le culte de Marie, depuis des siècles, hein, mais on sent bien là la volonté de l'Église, en faisant un dogme de l'Immaculée Conception, d'appuyer sur cette féminisation du catholicisme. Oui, oui, tout à fait, très important. Et de déclencher les apparitions mariales. Ça correspond. En matière de féminisme, comme en matière de laïcité d'ailleurs, le recul de l'universalisme du combat et la relativisation auquel il est soumis, l'émiettement auquel il est soumis. On parle maintenant d'un afroféminisme, d'un féminisme inclusif, décolonial, et il y a encore d'autres adjectifs. Est-ce qu'il est à mettre en relation avec un regain de l'influence religieuse ou non? Bon, on sait que depuis Sarkozy, et puis là on a avec Macron un projet de révision de la loi 1905 où on a une espèce de reconnaissance des religions, une labellisation de leurs associations cultuelles en échange de soutien financier. Et on retourne vers une espèce de concordat qui avait été radicalement, où il y avait eu la séparation radicale en 1905. Alors est-ce que c'est à mettre en lien ou est-ce que ce sont deux phénomènes simplement concomitants? Pour l'instant, personne explicitement dans le monde politique n'a mis l'idée de changer quoi que ce soit à la loi de 1905 pour l'instant. Donc, si on a un texte. Non, mais au niveau, personne n'a engagé aucun. Sarkozy a voulu le faire, il ne l'a pas fait. Macron voulait le faire là en 2019, mais il recule, parce que là il est un peu embêté quand même. Donc c'est à voir, par contre, il faudra être très très vigilant, parce que tu as raison, la mode qui est de coller un adjectif derrière la laïcité est mortifère. La laïcité ouverte, la laïcité souple, la laïcité... c'est la laïcité ouverte et souple envers qui? Aux religions, forcément. Toute la société en pâtirait. Et si la religion réapparaît dans l'espace public, c'est clair que c'est un choix de régression pour les femmes. C'est un choix de politique de régression pour les femmes. C'est un signal très clair, je pense. En ce climat d'intersectionnalité, de communautarisme, de justement la laïcité et l'universalité. Mais justement, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas dans le mouvement féministe un certain nombre de femmes qui visent à minimiser le rôle de l'Église dans l'infériorisation de la femme? Je pense par exemple à un ouvrage comme celui de Silvia Federici, c'est Caliban et la sorcière, c'est sur la chasse aux sorcières. Et en fait, elle tourne les choses de telle façon que dans cette histoire de chasse aux sorcières, eh bien, le rôle spécifique et énorme de l'Église, que ce soit les protestants et les catholiques, apparaît pratiquement pas, quoi. Et en fait, bon, il y a un certain nombre de groupes féministes, voilà, qui refusent l'universalisme et qui tendent dans leur discours effectivement à minimiser l'impact des religions et du discours religieux. C'est le danger là, des années qui viennent, parce que ne sont quand même conscients, vraiment fortement conscients de cet enjeu. Ce ne sont pas les toutes jeunes générations, quoi, c'est ça le souci. Et quand elles n'ont pas vécu ce poids de l'Église. Donc
tout paraît tellement naturel. Donc on ne se bat pas contre quelque chose qui... Moi je suis enseignante donc en lycée professionnel, j'enseigne le français et l'histoire géo. J'ai donc des élèves qui ont entre 16 et 18-19 ans. Les élèves filles que j'ai n'ont pas ont l'impression que tout est normal. La contraception, l'avortement, tout ça c'est normal quoi. Il faut leur rappeler sans cesse. Donc là, on revient à l'éducation, à l'enseignement. Est-ce que vous voyez une différence en Allemagne? Parce que je crois que la moitié des pasteurs ou davantage sont des femmes maintenant. Oui, alors je ne sais pas quel discours est véhiculé. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que le discours... Ouais, mais en même temps, il y a les textes. Hein. Non, mais justement, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui comment par les pasteurs... femmes, oui, comment c'est retransmis. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des cours sur la contraception, la liberté des femmes, je ne suis pas certaine quand même, je ne sais pas. Parce que 50% des pasteurs, il n'y a personne au-dessus, non? Dans leur religion, il n'y a personne. Oui, non, c'est pas hiérarchisé. Voilà, donc ça veut dire... ah oui, mais ils ont des conciles, hein, enfin ils ont des réunions, oui. Et là, ce sont des hommes uniquement? Des consistoires. Non, non, bah, les femmes qui sont pasteurs et participent. Donc ça voudrait dire que la religion chrétienne, cette portion de la religion chrétienne, c'est plutôt un succès par rapport aux femmes. Non, parce que les femmes ne sont pas forcément les défenseurs de leurs droits. Sinon, ça ferait des centaines d'années qu'il y aurait l'égalité homme-femme. Bah, je ne sais pas, si elles sont devenues pasteurs quand même, il s'est passé quelque chose. Non pas forcément. Ça ne veut pas dire... Individuellement, on peut faire un acte féministe individuel sans être conscient de rentrer dans un acte féministe collectif. Je prends l'exemple de George Sand. Elle était profondément féministe, en fait, dans sa façon d'être, de vivre. Et en fait, elle ne revendiquait pas du tout ce titre d'être féministe. Et les femmes ne portent pas... beaucoup de femmes trouvent que leur place, c'est là où on leur a dit d'être. Je pense à Delphine Orviller, par exemple, qui est rabbin et qui a un discours féministe. C'est un vrai régal de l'entendre, cette femme. Tant mieux, tant mieux. Si ça évolue de cette façon-là, tant mieux. Oui, mais c'est une. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ça le problème. Il peut avoir un discours. Il y en a que trois qui sont elle est très médiatisée quand même. Oui, c'est ça. On pense que la religion a régressé pour ce qui est du catholicisme, en tout cas, probablement du protestantisme aussi. Mais moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes pour lesquelles le poids de la religion, il est loin d'être éloigné. Ça ne va pas en s'améliorant, bien au contraire. Et les féminismes adjectivés, comme la laïcité adjectivée, eh bien, font toujours passer à l'arrière-plan les droits des femmes, en fait. Il faut d'abord combattre le racisme, etc. Et bon, de tout temps, on a dit « Ah non, mais tu l'as cité par rapport au droit de vote. Ah mais on est d'accord, mais pas tout de suite parce qu'on ne peut pas. Oh, on peut faire la révolution, hein. Mais attendez, la révolution, ça réglera tout. Les femmes, c'est un petit peu après. On verra après, une fois qu'on aura fait la révolution. Tout est toujours comme ça, en fait. Et c'est ça qui va poser un vrai problème, c'est qu'en morcelant les différentes façons de voir le féminisme, et ça empêche, et je pense que c'est une volonté de certains, ça empêche de se regrouper pour lutter contre nos droits de façon universelle, bien sûr, et c'est extrêmement important. Et en même temps, je repense à l'intersectionnalité dont on parlait, c'est-à-dire quelqu'un qui est plusieurs fois victime de discrimination, ce qui est vrai. C'est dans Charlie Hebdo, donner l'exemple, si on femme noire et lesbienne, on a 3 discriminations sur le dos. C'est une réalité. Ceci dit, le souci de ça, c'est que de vouloir recentrer, eh bien, on va hiérarchiser les luttes, les revendications. C'est-à-dire qu'on va d'abord répondre au racisme. Si on a une attaque antiféministe, on va répondre par le racisme. Oh ben,
Si, par exemple, une blanche qui va critiquer le voile au niveau doctrinal, de la religion, etc., par ce biais-là, ça risque d'être « ouais, mais c'est du racisme ». Alors que l'argumentaire était au niveau du féminisme. Et donc, ça noie le féminisme. Et ça va hiérarchiser, et c'est dommage, parce que chaque lutte, d'ailleurs, mérite à être... Alors, le fait aussi que nous, ça nous exclut de lutter contre le racisme. Moi, j'ai envie de lutter contre le racisme. C'est parce qu'on n'est pas assez importante, c'est comme l'exemple que vous avez donné pour les résistants. Ben, moi, j'ai aidé, c'est normal. Ouais. Oui. On ne peut pas se mettre en avant. On s'efface. Non, moi je crois, enfin, je voudrais frustrer personne au niveau du débat, mais on peut le poursuivre de deux manières. D'abord autour de la table de littérature où vous pouvez vous faire dédicacer les ouvrages de Véronique Rieu, qu'on remercie de s'être déplacée pour cette conférence très, très intéressante. Mais merci à vous. Merci. Et d'autre part, en face de cette belle médiathèque qui nous accueille encore une fois, il y a un bistrot qui s'appelle le bistrot des abattoirs. Et si vous voulez y poursuivre la discussion, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, il n'y a plus d'abattoir au quartier, mais on peut y poursuivre la discussion ensemble avec Véronique Rieu tout en consommant. Donc merci d'être venus nombreuses et nombreux à cette soirée.